Vous êtes bien en train d'écouter le talk show football le plus divertissant de 25 français. Vous êtes avec nous sur Football Universe pour débattre football dans la bonne humeur. Football Universe, c'est la seule émission de football avec des chroniqueurs toujours très objectifs. Ah bah non, en fait, non, mais c'est pas grave, on les aide comme ça. Avec moi ce soir, le bordel de cette émission est avec nous. Salut Christophe. Salut Quentin, salut à tous. On a deux invités, enfin plutôt trois, parce que aucun membre de l'équipe n'est là ce soir, à part Christophe. Christophe répond au rendez-vous, c'est le seul. Donc le premier est parisien et c'est Julien. Salut à toi Julien. Bonsoir à tous. Très content de revenir dans cette émission Julien. Oui, très bien. Le second est lyonnais et il s'appelle Jordan. Salut à toi Jordan. Salut. Et le troisième est nantais, si je me trompe pas, c'est Thomas. Salut à toi Thomas. Salut. Donc ce soir au programme, on parlera de Chelsea, de Ligue 1, il y aura les matchs Football Universe et le débat du soir qui portera sur le conflit entre la Fédération Française de Football et la Ligue de Football Professionnel. Et bien sûr à la fin, It's Time to Bet avec la révélation du premier classement de la saison qui sera sur le trône. On sait pas, on est un peu dans l'indécision, hein, qui a été le meilleur sur la première journée, on verra. Pareil sur la vague, perso. Voilà, non. Personnellement, moi je parie sur un Christophe. Un Christophe avec des points en moins. Espèce de mytho, va. Donc on va commencer par le premier débat du soir, les gars. On va passer à Chelsea. Donc on va parler de plus de José Mourinho, qui s'est fait remarquer dans la presse, qui se fait allumer par la presse anglaise, qui est de plus en plus détesté en Angleterre. Notamment par les propos qu'il a tenus sur Eva Carneiro, la médecin du club. Et en guise d'humiliation, une défaite 3-0 face à Manchester City, c'était hier après-midi. Donc la question est la suivante, les gars. On connaît tous Mourinho et sa malédiction de la 3e saison. Mourinho va-t-il plomber la saison des Blues ? Christophe, vas-y. Ah. Bah, écoute, en tout cas, c'est très mal parti cette saison. Pourtant, la préparation de Chelsea, j'avais pas l'impression que ça allait nous quelque chose de mauvais. Puis, il y a eu ce match contre Swansea où là, ils ont complètement pété les plombs. Chelsea, que ça soit sur le terrain, avec un carton rouge de Courtois qui a fait basculer le match en faveur de Swansea, qui a réussi à égaliser. Et puis Mourinho qui a pas monté un câble sur la carrière effectivement le Messi club. Ensuite déjà sur le terrain, graphiquement visible, et en plus dans les conférences de presse où il a vraiment été violent envers et sans vraiment trop de raison parce que bon le joueur se blesse, il va son petit quoi, fait ça à la fin. Et lui, je sais pas, il a pété un câble. Et puis sortiment là il y a vite enfin, City a vraiment été au-dessus et eux, ils ont été en dessous de tout. Et la preuve que ça va pas. Mourinho qui sort Terry à la mi-temps, chose qu'il n'a jamais faite. Il a toujours été titulaire avec lui, sauf pour les matchs de coupe où il faisait tourner, mais toujours été titulaire, jamais remplacé. Surtout que il le remplace alors que c'est pas forcément le gars le plus fautif. Sur la rencontre, c'est plutôt Ivanovic. Et donc, il y a ça. Et en plus, à la fin, il fait une conférence de presse en disant qu'il mérite pas de prendre 3-0. Alors, il fait du Mourinho, mais enfin, il faut qu'il ouvre vite les yeux parce que là, ils ont pris 3-0, mais enfin, vénère, hein, contre un concurrent direct. Qu'est-ce que ça va être à la suite ? Hein ? Qu'est-ce que ça va être à la suite, du coup ? Bah ouais, et du coup, ça inaugure pas de bonnes choses en connaissance de cause, vu comment ça s'est fini au Real, vu comment ça s'était fini la première fois à Chelsea. Bon, il y a qu'à l'Inter où ça s'est bien fini parce qu'il est parti au bon moment. Il est parti au moment du triplé historique de l'Inter avec la Ligue des Champions et compagnie. Mais c'est sûr que ça inaugure pas
pas de bonnes choses. Après, on est qu'au début de saison. Peut-être que les choses vont se calmer au fur et à mesure, mais je sais pas, on le sent stressé, Mourinho. Est-ce qu'il se dit qu'il va réussir à faire le doublé, à enfin aller au bout en Ligue des Champions avec Chelsea? Voilà, je pense qu'il se met beaucoup de pression et que le début de championnat sportivement est pas génial et que voilà, il se retrouve un peu dos au mur. Tout va dépendre de sa réaction et de la réaction des joueurs vis-à-vis de tous ces événements. Alors les autres, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est plus Mourinho qui doit apprendre à ne pas être lui-même tout simplement, ou est-ce que ça vient vraiment du jeu des Blues? Clairement, il a un truc à changer. Parce que sa réaction, c'est pas forcément que à cause des joueurs, même s'ils ont pas joué super bien et que l'adversaire était au-dessus, certes, mais voilà, sa réaction, c'est un peu intolérable, quoi. Donc, Julien, toi, qu'est-ce que tu en penses? Il faudrait aussi, enfin, il n'y a pas eu beaucoup de renforcement au niveau de Chelsea cette année aussi. C'est le même. La principale recrue de Chelsea, c'est Falcao. Et c'est à peu près c'est vraiment le seul transfert. Comme je voulais dire, ils ont déjà gagné le championnat d'Angleterre, donc il faudrait remotiver les troupes pour le regagner cette année. Et ça, c'est pas forcément facile non plus. Bon, ça risque d'être compliqué en plus parce que Oui. y a beaucoup d'équipes qui sont prêtes, enfin qui sont en Angleterre, qui sont capables d'aller gagner ce titre. Il faut prendre une autre chose en considération, c'est que l'année dernière, ils gagnent le titre, mais en galérant comme pas possible en deuxième partie de saison. Hein. Autant ils avaient fait une première partie de saison magnifique, il y avait du jeu, beaucoup d'efficacité, tout ça, et ils ont un peu plus galéré en deuxième partie de saison. Peut-être avec la Ligue des Champions, peut-être le fait de pas pouvoir... Il a pas beaucoup changé ses joueurs aussi. Hein. Et peut-être que les gars à la fin ils étaient un peu cramés. Ça c'est sûr. Par exemple, je trouvais que Matic, qui avait été vraiment étincelant, et même Fabregas étincelant en première partie de saison, en deuxième partie de saison, les mecs ils étaient cramés quoi, ils étaient morts. Et effectivement, je te rejoins, Julien, tu dis effectivement il n'y a pas eu beaucoup de recrutement, et effectivement peut-être qu'il y aurait besoin d'un peu plus d'émulation avec de nouveaux joueurs qui arrivent, parce que là on sent peut-être une certaine routine. Et donc du coup les gars, je sais pas, ils ont du mal à se remettre au travail quoi. Alors, est-ce que vous pensez que là, sur ce début de première partie de saison, les hommes de Mourinho vont payer la mauvaise deuxième partie de saison de la saison dernière? moi, ça n'a pas grand-chose à voir, je trouve. Parce que là, on recommence une saison, donc... Surtout que Chelsea a fait une bonne préparation dans l'ensemble, donc je sais pas. Ouais. Et Thomas, pour terminer sur ce sujet? Bizarre comme question. Comme double question, carrément. Ah, ouais, mais d'un côté, c'est dans la continuité de ce qui se faisait dans la deuxième partie de saison. Ils ont réussi à se sauver le cul de nombreuses fois dans des situations un peu improbables. Et là, ils commencent à vraiment à ne plus jouer vraiment correctement. On l'a vu contre Chelsea. De l'enflammade et tout ça. Ouais, on verra ça quand même. Sauter au PSG en Ligue des Champions, on en parlera tout de suite. C'est sûr. Donc on va. Vas-y. Excuse. Non, vas-y. Bah après, je pense l'idéal, c'est ce qu'on parlait juste avant. Faudrait du renouveau en fait. T'inquiète pas, Balou, c'est ça qui manque. Tourne 7 fois la langue dans ta bouche et puis après reparle. Donc on va passer au thème suivant, messieurs, si vous voulez bien. On va passer au résumé de cette deuxième journée de Ligue 1. Allez, c'est parti. Bon, ça n'a pas été forcément très amusant. Quel bonheur de voir ça. Ça n'a pas forcément été la joie en Ligue 1. Fallait regarder 3 Nice pour voir des buts. Donc on va commencer par Monaco-Lille, si vous voulez bien. Il y a pas mal de matchs nuls. Oui, Monaco-Lille 0-0, premier 0-0 du week-end. On commençait fort pour vous dire, grand match. Donc Monaco qui a déçu par son manque d'adresse devant le but en première période et qui a beaucoup subi en deuxième période. Et ils ont quand même au rouge plusieurs fois en deuxième période, notamment Bouffal et Obadi, Mounir Obadi. Donc les gars, qu'est-ce que vous pensez clairement de ce match? Qui fait la meilleure opération, clairement? Aucun des deux, je pense. Oui, ça c'est.
Oh, Lille quand même. Lille fait Oui. un bon résultat de faire Si. match nul à Monaco. Surtout au vu des deux parades Danyama. de Denyama, même si eux aussi ont eu de belles occasions par Guillaume. Bah, ça reste un bon match nul pour Lille. Après, Monaco aussi ont eu deux coups durs. Ils ont perdu Kurzawa sur blessure et Moutinho. Mm. J'ai l'impression que ça les a un peu foutu un coup sur la tronche. Mais bon, après, Clairement, Lille, hein. l'année clairement, dernière, ils ils faisaient sont pareil. Il y avait plein de matchs qui faisaient 0-0, quoi. Monaco à domicile. Ils sont plus performants à l'extérieur. Ah, ça c'est. En fait, ils sont toujours à l'extérieur. Ouais, c'est ça le problème. On a l'impression ils adoptent pas la tactique d'une équipe qui joue à domicile. Mm. Et Ils qui- sont meilleurs en contre. Oui, voilà. Ils sont meilleurs. C'est une équipe de contre Monaco et à domicile, tu joues pas comme ça. Surtout contre Lille, tu vois. Lille, c'est une équipe super défensive à la base. Donc, Bah, surtout qu'ils avaient pas mal d'absents derrière et donc ils ont vraiment blindé derrière, enfin comme ils ont pu derrière et au milieu de terrain pour tenir le résultat, quoi. Je vous garantis qu'on va encore s'emmerder avec Lille, hein, cette année. oh bah ça c'est pas. Ça Ouais. fait la merde. Attendons de voir les retours des joueurs qui leur manquent quand même parce que pour l'instant il leur manque déjà, ne serait-ce que déjà d'avoir une assise défensive, ça te rassure sur le plan du jeu. Mm. Et de voir un peu ce qui va se passer, mais c'est vrai que bah, pour l'instant il fait ce qu'il peut, Renard, avec ce qu'il a. On en Mais parlera ouais. après de l'assise défensive sur un autre match. Ouais, Bon, ok. mais n'empêche, tu as raison. Attendons le retour de tous les joueurs. Attendons le retour du futur Zidane, Marvin Martin. Attendons-le. Tu risques de l'attendre pendant longtemps. Pour revenir sur Monaco, je dirais que Moutinho et Kurzawa, ça, c'est quand même pesant sur le jeu de Monaco, donc les perdre, ça fait Bah, mal. disons que Kurzawa, il a un apport offensif qu'aucun latéral gauche en France voire en Europe peut apporter. Et il a vraiment quelque chose d'unique. Donc ça déséquilibre un peu le jeu de Monaco. Ouais, c'est sûr. Et Moutinho, c'est vraiment depuis le début de la saison. Et C'est la depuis- sentinelle. c'est la sentinelle. Il assure vraiment le lien entre le milieu de terrain et l'attaque. Ouais, voilà. Parce que Toulon fait bien le lien entre la défense et le milieu de terrain. Et Moutinho, lui, fait l'inverse. Il fait milieu-attaque. Et C'est un dans- peu le Thiago Motta de Monaco, et en fait. justement, dans cette position-là, il est vraiment très efficace. Et l'avoir perdu, je sais plus, je crois que c'est à l'heure de jeu, ça a vraiment mis un coup dur à Monaco. Déjà que Monaco subissait pas mal. Les gars, Kurzawa il est blessé. Quoi Kurzawa il est blessé. Ouais, c'est bien alors, ça, ouais, donc, petite accusation. Mourinho est out 6 semaines et Kurzawa, lui, normalement, pourrait être disponible face à Valence. Ah, bah, ça, tant mieux. Ça, c'est marrant parce que dans l'équipe Il a repris l'entraînement aujourd'hui, il me semble. Donc, on va passer pas à Saint-Étienne-Bordeaux, parce que Saint-Étienne-Bordeaux sera présenté par notre ami Christophe. Ouais. On va passer à Caen-Toulouse, Caen qui a dominé l'équipe de Dominique Arribagé 1-0 sur un but de Damien Da Silva, le Ouais. défenseur central canet. Donc, Dans l'équipe football de la journée. ouais, donc très bonne opération pour les Canets quand même, parce que Toulouse, Deuxième opération. troisième du championnat, derrière Reims, c'est le Paris Saint-Germain. Ils ont bien démarré. Caen qui démarre très très bien cet exercice 2015-2016. Est-ce qu'on doit attendre Caen cette saison finalement? Non. Bon, quand même pas, mais Bon. c'est un Troisième début de place à la saison. fin de la saison, comme d'hab. Non, parce que bon, le premier match contre Marseille, ils ont quand même un peu de chance avec le poteau et puis Vercout qui a été très bon. Puis plus le contre Marseillais. Et contre Toulouse, ils ont eu chaud au cul. Hein. Vercout en sort quelques-unes et à la dernière seconde, Baïdal a trouvé bas et ça aurait été un match nul. Donc ils font un début intéressant pour eux. 6 points pris dès le début, c'est très bien pour le maintien. Après de là, de les voir tout en haut encore là, jusqu'à la fin de la saison, ça m'étonnerait, quoi. Toulouse était à 10 aussi pendant une petite partie du match. Hein. Oui, en plus. Voilà. Ouais, mais pour nous, ça a joué le matin, ça se sauvait la dernière journée. On connaît la blague, hein. Ouais. Comment bon, ces gars, ils vont sauver sur un dernier match. Voilà. Après, on va passer à Toulouse. Après une victoire face à Saint-Etienne, la défaite face à... On a vu le vrai visage toulousain sur ce match. Est-ce À voir. Est-ce qu'on peut parler plutôt de chance lors de la victoire face à Saint-Etienne? Après Marc sur 2 coups francs, donc bon, c'est dur. Clairement, Mais après Toulouse, le problème c'est que défensivement ça fait peur. Mais par contre devant avec
Avec Ben Yedder, bon, faut savoir faut voir s'il reste. Braithwaite et Trero, là, c'est pas mal du tout, quoi. Là, ils ont juste manqué de réussite, mais c'est offensivement, c'est pas mal. Par contre, défensivement, c'est au secours, quoi. Au secours. Le but qu'ils prennent, le mec, il a tout le temps de mettre sa tête paire. C'est qui le regardeur Goïcoechea, qui est pas mal. Un Africain. Non, je crois que c'est un Argentin. Ah, d'accord. Bon. Si je dis pas de conneries. Hein. Excusez-moi, c'est mon dessus bordelais qui a pris. Il me semble, hein, je suis même pas sûr, mais je crois qu'il est sud-américain argentin. Que pas mal, que en tout cas beaucoup mieux qu'Ali Amada. En même temps, c'est dur de faire pire qu'Ali Amada. Très bien. On va passer à Rennes-Montpellier. Rennes qui s'est imposé 1-0 face au Montpellier de Roland Courbis. Montpellier qui fait un début de saison Oui, ça va mal hein, quand même. Hein. un peu dur. Ils sont mal, les Montpelliérains. Ils font peur. Après la défaite 2-0 face à Angers au Moustoir, ils perdent 1-0 face à une équipe de Rennes qui est pas forcément très sereine. Au Moustoir, à la Mosson. Ouais, à la Mosson, excuse-moi. À la Mosson. Donc, nouvelle défaite pour les Montpelliérains. Rennes qui se redonne un peu de confiance quand même après la défaite à Saint-Cyr. Bon, il n'y a pas vraiment de conclusion à tirer de ce match et pas vraiment de questions. Juste les Montpelliérains qui sont un peu dans le mal. La grosse question, c'est Montpellier quand même. Hein. Ouais, enfin, il y a quand même une interrogation sur Montpellier. Est-ce que ça va durer longtemps comme ça pour Montpellier? Ils prennent Paris après. Ouais, il y a Paris, chez eux. Oui, après c'est la baignoire de Paris, donc ils vont peut-être se réveiller. Et puis le problème de Montpellier, c'est qu'il leur manque des joueurs. Il leur manque Sanson, il leur manque qui manque. Je crois qu'au milieu de terrain, il leur manque encore quelques gars. Ouais, puis surtout que Baudebouze ne répond pas pour. Ouais, Baudebouze et puis même. Il essaie le temps à Riyad. Hein. Ah, Il est arrivé. Et puis même Mounier qui est pas au niveau qu'il était la saison dernière pour l'instant, donc. Et puis ils ont pas l'attaquant de pointe qu'il faut pour planter. Bah oui, il joue avec Souleymane Camara devant. Alors Souleymane Camara est pas mal, mais c'est pas. C'est un très bon remplaçant. Voilà, c'est pas un titulaire. La pelouse de Montpellier est meilleure ou pas? Ah oui, certainement. C'est bon, on arrive à gagner alors. De toute façon, tu peux pas faire pire que la saison dernière, c'est impossible. Ah oui, c'est sûr, elle était horrible la pelouse. Si Ajaccio, ils sont capables de faire pire. Ah oui, c'est vrai. Donc, on va passer à 3-Nice, le match le plus prolifique du week-end. Magnifique. 3 partout avec un scénario rocambolesque. Il va y avoir des strates. Hein. Tem Ben Arfa qui a été très bon d'ailleurs. Nice c'est vrai. menait 3-1 et 3 a réussi à revenir à 3 partout au stade de l'Aube. Donc est-ce que tout simplement 3 peut réitérer ce genre d'exploit, mais en gagnant? Je pense. Ils ont vraiment montré de très bonnes choses, surtout qu'ils étaient quand même à 10 contre 11, ils sont revenus à 3-3. Et c'était quand même un bon match. Nice en passant, c'est pas n'importe. Comment? Nice en passant, c'est pas le PSG. Oui, mais bon, je parle face à des équipes de milieu de tableau, pas forcément aux grosses équipes, les cadors français, quoi. Ah non, Ouais. Ils ont encore l'équipe de matin, tu vas voir. Ouais, mais bon, on verra. Ouais, et puis Nice, c'est Nice qui a plus chié que 3 qui est revenu quand même. Ouais, Hein. voilà. C'est sûr. Franchement, ils mènent 3-1 à 11 contre 10, ils ont tout ce qu'il faut et puis ils se relâchent complètement. Et bon, après 3, Ils ont revenu. Enfin, après, il faut dire que Camus met un but de fou, quoi. Oui. Ah oui. Et ça les relance complètement. Mais bon, c'est sûr, je trouve que c'est plus Nice qui a merdé que 3 qui a fait vraiment, qui a poussé vraiment. Après, t'as 3-2, puis vu la philosophie de Furlan qui joue l'offensif, bah forcément après à 3-2 ils se disent bah c'est pas grave, de toute façon on va essayer de revenir à 3-3, tant pis si on prend un 4ème et puis on aura essayé quoi. Donc, pour prévenir, 3, ils sont pas capables pour toi de réaliser des exploits comme ça, quoi. Ouais, je sais pas, mais après tu sais, ils ont joué 2 matchs à domicile, ils ont que 2 points en jouant contre le Gazélec et en jouant contre Nice. Ils sont quand même des candidats au maintien, donc c'est bien d'être revenu à 3-3, effectivement, c'est un exploit, il faut souligner. Après, ça reste quand même des mauvaises performances en termes comptables, je parle. Et par rapport au fait que tu joues à domicile et que tu as que 2 points sur 6.
Oui, c'est sûr. Tu vois, mais je sais pas. Après, oui, Oui. peut-être que sur des matchs, ils vont réussir à faire l'exploit. Et de toute façon, Furlan, il jouera l'offensif quoi qu'il arrive. Comme il y a 2-3 ans, quand ils étaient en Ligue 1, ils avaient joué l'offensif. Bon, ils étaient descendus, mais au moins ils nous avaient proposé de belles choses et on s'était quand même régalé avec eux, quoi. Mais bon, faudra voir. Et Hatem Ben Arfa, pour souligner, A marqué. a été très bon. Et à Et a marqué sur penalty. Il a été très bon par rapport, surtout au Monaco, où il avait vraiment été pas bon du tout, quoi. Et là, franchement, ouais, on a vu du Ben Arfa, quoi. Du Ouais, il nous a technique, décisif. De toute façon, devant Nice, c'est intéressant hein, cette année. Hein. Pléa, Germain et Ben Arfa, c'est pas mal du tout. Hein. Ben Arfa, c'est 3 petits ponts en 54 minutes. Ouais, c'est vrai Ouais, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de tirs quand même. Oh la vache. Et Thomas pour finir sur ce match. je m'en fous un peu de ce match. Au moins, ça c'est clair. Ça, c'est Ça, clair. c'est clair. Donc on va passer à Non, mais c'est bien, faut croire. à mon instant tristesse du week-end. Ah. Reims qui Je s'impose m'entends. 1-0 face à Marseille. Ouais. J'aimerais la musique triste, s'il vous plaît, hein, pour cet instant, cet instant solennel. L'OM va mal, messieurs. L'OM va mal. Deuxième défaite en 2 matchs. Je peux pas. Deuxième Ouais, défaite ça aussi. sans vie, enfin, là, il y avait vraiment rien du tout côté marseillais. C'était le vide intersidéral et encore. Reims qui a joué son match, clairement, qui mérite sa victoire. Donc, Ouais. Un carton rouge déjà. oui, Oui, le rouge voilà. est en fin de match. Le rouge est en fin de Ouais, mais match. même sans le rouge, Mm. Marseille a pas été dedans, quoi. Et puis de toute façon, c'est Romao. Il y a pas, lui, je l'ai vu titulaire. Je me suis dit, il va se prendre un rouge. Ça y est, on est dans la Ah, merde. c'est marqué dans le destin. Voilà. Donc la question est la suivante, messieurs. Est-ce qu'on peut déjà dire que l'OM est dans une crise? Non. Quand même pas. Enfin, si, Ouais, dans ouais. une crise, mais ça fera comme. J'espère pour eux que ça fera comme Lyon, qui vont qui vont se reprendre avec un déclic et qui vont recommencer à gagner des matchs et qui vont remonter, quoi. On dirait une question des vieux journalistes. Oh là là, Marseille perd de match. Oh, la crise. Ah, mais moi personnellement, en tant que j'ai jamais caché dans cette émission, j'ai toujours dit que j'étais supporter marseillais. Moi, je dis que non. Enfin, c'est juste pour vous demander à vous votre avis, mais moi, je pense que non, parce que l'année dernière, l'OM avait fait nul à Bastia et avait perdu contre Montpellier à la maison. Il n'y avait pas de quoi s'inquiéter. Oh là là là, ça sent la descente. Finalement, champion d'automne. Oui, en plus on finit champion d'automne derrière. Sauf que là, comparé au match par rapport à la saison dernière il y avait plus de vie. Je parle pas du match de Caen où Caen a une chance de cocu. J'ai la chance de Bielsa. Et oui, la super, En titulaire, il vous la met quand même. Hein. super patte de Bielsa. Mais sinon contre Reims, non, il y a rien du Non, mais tout. contraire, j'ai bien aimé Batshuayi, moi, sur le but. Ah Je ouais, l'ai trouvé très généreux. on voit que c'est un attaquant du coup. Ouais. Donc c'est- Marseille qui joue 3 lors de la première journée, ce sera dimanche soir au Vélodrome. Est-ce qu'on espère une réaction marseillaise dès dimanche prochain? Absolument Il pas. le faut. Hein. Est-ce qu'il Non, va mais y il le avoir, faut. est-ce qu'il va y avoir une réaction marseillaise? Non, mais la vraie question, c'est de savoir quand ils auront un coach. Oui, parce voilà. Très franchement, c'est pas contre Passy. Hein. Je pense qu'il a ses qualités, ses défauts, voilà. Mais c'est surtout, je pense que les joueurs attendent surtout d'avoir un coach et de savoir qu'est-ce qu'il va vouloir faire comme jeu, quels sont les joueurs qui vont être utilisés, est-ce qu'il y a des nouveaux joueurs qui vont arriver. Voilà, plein de choses, je pense, qui se posent comme question. C'est le cas. Parce que là, c'est quand même grave. T'as l'actionnaire qui est venu les voir avant le match, les motiver, tout ça, puis pour avoir ce résultat-là, ça fait quand même flipper, quoi. Ouais, c'est pour te dire que c'est pour te dire que les joueurs doivent beaucoup aimer l'actionnaire. Hein. Ça doit être un truc. Ouais. Sur le match de Marseille, moi, clairement, ce qu'il a manqué, c'est des cadres. Des cadres. Il y a personne qui a réagi, quoi. Le seul qui est à la hauteur, pour l'instant, c'est Mandanda. Et c'est inquiétant quand tu te dis que c'est ton gardien qui est à la hauteur. Franchement, Romao, ok, c'est quelqu'un qui a beaucoup trop d'engagement et on le sait, mais c'est quelqu'un qui a presque 30 piges et qui doit être un des leaders de cette équipe. Et là, clairement, prenant ce rouge à la con, parce que clairement c'est un rouge à la con, enfin un deuxième jaune à la con, et il a abandonné l'équipe, quoi. Il a foutu en l'air toute l'équipe. Après, il y a des bons joueurs dans cette équipe, donc il n'y a pas de raison qu'il fasse une saison de merde, quoi. Enfin,
Très franchement. Ils explosent tous les jeunes Paris, enfin aussi à Boudiaby et Lassana, mais je parle de Thauvin et tout ça, il faut attendre qu'ils... Thauvin, on va pas s'avancer. Il risque de partir. Il est en partance pour Newcastle avec Cabella dans le panier. Pour parler d'entraîneur vite fait, avant de passer au match Lorient-Bastia, le nom qui revient le plus souvent en ce moment, c'est celui de Mitchell, l'ancien entraîneur de l'Olympiakos, entraîneur espagnol. Est-ce que ça serait un choix intéressant pour les Olympiens? Je connais pas. Enfin, franchement, je connais pas. Bah, alors après, on connaît pas beaucoup, mais quand même, on a vu que l'Olympiakos ces derniers temps, peut-être pas l'année dernière, mais il y a 2 et 3 ans, ils s'étaient arrivés en 8e de finale, en jouant plutôt pas mal et en plus en jouant contre des gros, hein, pas en se qualifiant dans un groupe de merde ou un truc comme ça. J'ai tapé la Juve, enfin des trucs comme ça. Et pourquoi pas. Après, de toute façon, ce qui va compter, c'est le coach qui soit bon ou pas. Ce qui va compter, c'est qu'il arrive à pouvoir gérer le groupe qui est en place et à pouvoir faire jouer ce groupe. C'est surtout ça qui va important. Peu importe le nom. Voilà. Peu importe le nom, on a entendu aussi Donadoni là aujourd'hui. Donadoni, apparemment, l'OM aurait démenti pour Donadoni. Ah ouais. Bon, bah après là, faudra voir. Pourquoi pas, Michel. Bah, écoute. Mais ça ne sera pas Capello, hein, Christophe. Hein, je tiens à te rassurer. Ah bon, tant pis pour Marseille. Mais bon, voilà. Après, faudra voir ça et puis attendre la fin du mercato parce qu'apparemment s'ils ont 17 millions Thauvin en récupérant Cabella, j'imagine qu'ils vont encore recruter 1 ou 2 joueurs. Bon, avant pour terminer, juste à parler de Thauvin Cabella, moi je dis Thauvin Cabella on gagne au change. Bref. En plus on gagne de l'argent, tu vois. Donc, Bah oui. Tu payes juste le salaire de Cabella. Bah en même temps tu te fais payer 17 millions et tu te fais prêter Cabella, c'est plutôt un bon coup. C'est plutôt un bon coup, j'avoue. Donc on va passer à Lorient-Bastia. Lorient qui a été tenu en chacun partout sur sa pelouse face à Bastia, la fameuse pelouse synthétique de Lorient que toutes les équipes de Ligue 1 rêvent la nuit. Ouais, même Lorient maintenant. Même Lorient qui s'est fait égaliser en fin de match. Non, qui a égalisé en fin de match, oui, c'est vrai. Non, mais c'est surtout ça fait, je crois, plus de 6 ou 7 matchs qu'ils gagnent plus chez eux, donc je crois. Ça leur réussit plus. Cinq matchs à deux équipes qui vont jouer le maintien cette saison. Lorient a eu du cul, clairement, sur le match. On va pas tortiller du cul pour chier droit, hein, messieurs. But à la fin. Donc, penalty en si plus. vous avez un petit truc à dire sur ce match, personnellement, moi je passe mon tour là-dessus, les gars. Bah, c'est un match assez ennuyant en fait, parce que Bastia marque au tout début. D'ailleurs, c'était un assez joli but. Ouais. Enfin, j'ai trouvé pour ma part. Et pendant 30 minutes, ensuite, on n'a eu plus rien. Et ensuite, la mi-temps est passée, machin. Et là, Lorient s'est réveillé à la deuxième mi-temps avec 2 actions. Puis Bastia a riposté avec une belle frappe cadrée. Puis Lorient qui marque par penalty par un fauchage de Bastia, quoi. Le penalty est bon, hein. On va pas se le cacher. Mais voilà. On va passer au main event de cette Ligue 1, PSG Gazélec. Le PSG qui s'est imposé 2-0 sur son terrain. Des buts de Thiago Silva et le deuxième buteur, je ne l'ai plus. Matuidi. Voilà. Donc le PSG qui ouvre son compteur à domicile et qui prend les rênes de la Ligue 1 par les mêmes occasions. Le Gazélec qui est 17ème avec un seul point. Victoire logique bien sûr des Parisiens, mais petit pari quand même. En fait, Paris, ils ont un problème. C'est que ils commencent très fort, ils marquent 2 buts et après ils gèrent le match. Et pour grandir, il faudrait qu'ils essayent de pas gérer et d'en mettre encore plus, quoi. Ouais, c'est ça, c'est clairement ça. La première mi-temps, ils ont mis 2 buts directs. D'ailleurs, le premier but de Matuidi est génial, enfin, c'est super. C'est du Matuidi d'année en année, il explose à chaque fois, il progresse à vitesse de grand V. Ouais, après il gère, c'est comme ça. Une équipe ajaxienne courageuse, mais malheureusement trop faible pour PSG. Après, par contre, moi, ce que je trouve assez dommage, c'est Cavani qui profite pas de l'absence de Zlatan et qui sur ce genre de match, il doit marquer au moins un but, quoi. Enfin, il doit montrer quelque chose et il a été transparent, quoi. Et les quelques occasions qu'il y a eu, c'est des têtes à côté ou des têtes sur le gardien.
Ou alors il laisse passer la balle plusieurs fois, c'était marrant. Voilà, donc le truc qui me choque le plus, c'est surtout Cavani qui a pas su profiter de l'absence de Zlatan. Et il faut pas qu'il vienne pleurer après de dire ouais, on me fait pas jouer en neuf, mais là il joue en neuf et il est pas efficace. Donc, et pourtant il a des bons ballons. Hein. Par contre, je voudrais souligner la triplette au milieu, Verratti, Mota et Matuidi, ça a été vraiment exceptionnel. Ouais, enfin, c'est un des meilleurs milieux d'Europe, hein, clairement. Il y a pas à chier. Hein. C'est clair. Rapidement, bon, je pense qu'on a fait le tour par rapport au match. Je voulais parler vite fait de Thiago Motta et de son contrat. Dans l'équipe France Football de la journée. Oui, d'ailleurs. Donc Thiago Motta qui ne souhaite pas renouveler son contrat tant que il n'aura pas la revalorisation salariale qu'il souhaite. Est-ce que Paris doit céder aux exigences de Motta? Complètement. Là, Parce que je connaissais ta réponse de oui, avance. c'est déjà. Je vais peut-être expliquer peut-être. Oui, vas-y. Déjà, quand il est venu à Paris, il a accepté qu'on baisse son salaire. Donc forcément, avec ce qu'il fait sur le terrain, parce que c'est vraiment la sentinelle de l'équipe, quasiment 3/4 des buts passent par lui. Avec ce qu'il fait sur le terrain, moi je lui redonnerais sa revalorisation de salaire. Ah oui, c'est chaud à dire comme mot. Ouais, désolé. Soit ça effectivement, parce que ce qui est quand même qui fait 2 super matchs pour un gars qui va partir, c'est quand même superbe parce que la plupart des gars qui veulent partir, ils n'ont pas une pendant les matchs et ils emmerdent tout le monde. Mais là, franchement, il fait le taf. Après, ils peuvent le laisser partir, mais il faut qu'il y ait quelqu'un de valeur qui va. Ça risque d'être compliqué sur le marché. À part Busquets, je vois pas vraiment. Et Busquets, c'est inaccessible. Ouais, Thomas, qu'est-ce qu'il a dit? Dis Thomas. Classique, quand il est parti de Lens, ce dernier match a été excellent, marquant 6 buts, et bien parti. Rarement t'en marquer en si peu de temps. Et après, c'est à Bolton, hein, mais ça veut rien dire. Et Motta ne partira pas, ça, je peux vous l'affirmer. On verra bien, ça donnera. On verra bien ce que ça donnera avant la fin du gâteau, parce que Motta partira. Donc, on va passer au match Football Universe, messieurs. Donc, premier match Football Universe de l'année, hein, enfin de la saison. Donc pour ceux qui arrivent, hein, qui n'étaient pas là la première saison, j'ai expliqué rapidement. Les matchs Football Universe, en fait, chaque chroniqueur choisissent un match qu'ils ont vu ce week-end, le présentent pour vous. On parlait de Bayern Hambourg. Ah bah si tu as envie de parler de Bayern Hambourg, vas-y. Hein. Donc, chaque chroniqueur choisit un match, vous le présente et on le débrief ensemble pendant 5 bonnes minutes. Donc on reste en Ligue 1, hein, tant qu'on y est. On va rester chez nous. On va passer à Bordeaux, Saint-Étienne-Bordeaux, pardon. Ouais. Oui, parce que bon, on va pas tout vous donner non plus. Hein. Saint-Étienne-Bordeaux, score final 1 partout. Bordeaux qui a eu chaud, mais qui a su quand même ramener le point du nul. Christophe, je te laisse présenter le match. Bah, un gros match dès la deuxième journée. 2 équipes qui jouent les barrages de la Ligue Europa dès cette semaine. 2 équipes qui ont perdu en première journée, donc Bordeaux qui a perdu à domicile face à Reims et Saint-Étienne qui a perdu à Toulouse. Donc 2 équipes qui avaient besoin forcément d'essayer de gagner pour lancer leur saison. Dans l'ensemble, plutôt un bon match. Pas un grand match, mais plutôt un bon match. Avec une première mi-temps complètement dominée par les Bordelais qui ont vraiment bien posé le jeu. Après, ils sont pas montrés tant dangereux que ça. Il y a Diabaté qui a une grosse occasion de la tête qui passe vraiment pas loin des cages de Ruffier. Saint-Étienne qui a 1 ou 2 occasions, mais pas des occasions non plus de fou, quoi. Dans l'ensemble, Bordeaux a dominé sur le jeu en première mi-temps, et puis Saint-Étienne est bien reparti en deuxième mi-temps. Et puis ils ont été récompensés. Enfin, de temps en temps, ils ont une grosse occasion avec Roux et un barré de Prior qui a suppléé, donc Carasso qui est blessé. Et puis juste derrière, il marque sur une belle action d'ailleurs. Saint-Étienne marque sur une belle action, une belle frappe de Romain Mouma. Donc une ouverture du score assez logique. Et puis Bordeaux a poussé par la suite. Tout d'abord par Diabaté, une tête sur la barre, et puis CV, une superbe frappe de 25 mètres sur la barre aussi. Et on se dit une Nelfedbeck mérité, et puis ce coup franc à l'entrée de la surface. Voilà, bon, 3e coup franc encaissé sur
sur 3 pour Saint-Etienne. Bah, il y a Salle complètement fautif qui sort du mur et du coup laisse un trou béant dans le mur et CV qui exploite parfaitement cette erreur-là et pour égaliser donc dans les arrêts de jeu. Le Donc, chemin un était score- ouvert quand même. Hein. Pour le coup franc. Le chemin était ouvert pour le coup franc. Ah oui, complètement, Ah ouais, bah, complètement. Yassal Parce était que de toute fautif. façon, si Bayassal il reste dans le mur, ça va dans le mur et puis on n'en parle plus quoi. Oui, voilà. Mais voilà, c'est un score nul mérité, enfin logique plutôt. Euh, à, à souligner vraiment l'énorme performance de CV. Franchement, CV a été énorme dans son nouveau poste en milieu récupérateur, lui qui normalement est plutôt attaquant ou ailier. Et ses nouveautés faire ta gueule, et plutôt une bonne idée, parce que c'est un qui est technique, qui sait faire des passes, qui sait éliminer des gars, Un qui profil à Landrayou, un peu. ouais, un peu ça, ouais, c'est un peu ça, et qui défensivement est vraiment revenu aider la défense, parce qu'il faut dire que la défense centrale, bah, Palois Yambéré, c'est just pour de la Ligue 1. Hein. Sané et Sertic blessés manquent énormément. Bah, surtout Palois. Hein. Ouais. Surtout Palois. Ouais, Palois, de toute façon, le problème de Palois, c'est que tu sais que dans le match, il va toujours te faire une connerie. Il va te faire une merde à un moment, tu le sais. Bon, bah c'est comme ça. Parce que ce qui est dommage, c'est que dans l'ensemble, il fait des bons matchs, mais tu sais qu'il y a un moment où il va avoir une sorte de Ah, c'est ça, en déconcentration. fait, ça colle à Palois en fait, c'est qu'il fait des bons matchs, mais il fait une merde à chaque match et ça coûte un cachet C'est de comme Bordeaux. ça. Et le problème, c'est que quand t'as Sané ou Sertic, il est un peu plus rassuré. Et là, le problème, c'est que Yambéré, clairement, voilà, il a pas forcément le niveau de la Ligue 1. C'est un garçon qui a fait quasiment toute sa carrière en CFA et qui, voilà, apprend, mais Assez vite. c'est dur la Ligue 1, hein, surtout quand tu comptes Saint-Etienne. Bon. Donc voilà, Prior qui a fait son match. C'était pas facile de faire son premier match de Ligue 1 à Saint-Etienne, mais les choses qu'il a eu à faire, il les a fait bien. Voilà, après, offensivement, on a des armes. Après, il faut être un peu plus tueur, quoi, clairement. Parce que en première mi-temps, on doit mener 1 ou 2-0 et la tournure du match ça aurait pris, ça aurait changé pas mal de choses. Mais bon, voilà, dans l'ensemble, c'est un bon match nul, en espérant qu'ils se servent de ce match-là pour la suite de la saison, parce que là, vraiment, on a vu un Bordeaux séduisant. Pour parler un peu de Saint-Etienne, quand même, Saint-Etienne, c'est pas mal du tout. C'est comme la dernière d'air défensivement, vraiment pas mal du tout. Après, offensivement, c'est un peu plus compliqué. Nolan Roux a encore du mal pour l'instant, je trouve, à s'acclimater à sa nouvelle équipe. Par contre, Baebek, c'est intéressant. Il a fait un match assez intéressant, je trouve. Il était très remuant. Il a essayé de bouger un peu la défense bordelaise. À voir ce que va donner Mopé et apparemment Esric qui risque d'arriver à Saint-Etienne très D'ailleurs, il prochainement. y a un accord entre Nice et Saint-Etienne qui vient de tomber. Voilà, donc à voir ce qu'ils vont donner ces gars-là qui ont du potentiel, qui doivent confirmer ce potentiel. Mais voilà, Saint-Etienne c'est juste ça, ce qui leur manque un peu de pouvoir offensif. Mais bon, après il y a Mouma aussi qui est très bien. Voilà, donc c'était un bon petit match. Voilà, un partout. Un bon point pour les Bordelais. Il faut. Hein? Tu disais On s'en T'as dit tape quoi? en fait. J'ai pas entendu. On s'en tape un peu en fait du match du n'y rien. C'est un peu Ouais. comme en Géant. On s'en fout. Ah, mais en gênante, tu vas en parler, mais moi, enfin non, non, vu que tu vas changer, tu vas parler du Bayern, mais en gênante, c'était pas un vilain 0-0. On peut en parler, Il y a eu des Je belles. les connais pour le Bayern, j'ai rien vu du Bayern. Ah, ok. Ok. Bon, c'était quand même un beau match. Enfin voilà, pour Saint-Etienne-Bordeaux, un bon match, un bon point de prix, mais il faut confirmer le problème à Lille pour le prochain déplacement et aussi en Ligue Europa pour les deux équipes. dis donc, c'est bien de résumer tout ça, Christophe. Bravo. Ouais. J'essaie de faire. J'ai un statut à défendre. Surtout, je suis un peu Je endormi. veux garder la grosse tête. Hein. Les gars, ça vous met la pression quand même. Ça vous met la pression. Ouais, c'est Ouais, je suis un peu endormi quand même, hein. Pas déconner. Ah, salaud, là. Quand il arrive, direct, il critique. Donc un partout entre Saint-Etienne et Bordeaux. On a quand même vu un début de match assez poussif, hein, si tu es d'accord avec moi. Est-ce qu'on a vu quand même deux équipes qui préparent plus leur barrage d'Europa League que deux équipes qui veulent gagner?
Ah non, bah, je pense que les deux équipes ont voulu gagner, mais t'as deux équipes à peu près de même niveau, bah ça donne un partout pas dégueulasse. Après, forcément que t'as un peu en tête le barrage, parce que c'est quand même important que ça soit sportivement et financièrement pour les deux clubs. Après, de dire ouais ils ont pas joué le match parce que il y avait le barrage, j'y crois pas une seconde. Et puis les deux équipes sont encore un peu en rodage, donc bon. Non, mais c'est un bon un partout, voilà, faut pas en C'est demander trop non plus. Hein. c'est qui les équipes qu'ils ont en barrage, Bordeaux et Saint-Étienne? Alors, je vais te dire, alors c'est une merveille à prononcer, hein, les deux équipes. Kairat, Alors, pour Bordeaux, c'est le FC Kairat Almaty. Et pour Ok. Kazakhstan. avec un accent kazakh. Et pour c'est le club moldave du Milsami Orei. Donc, Bien. tu vois, c'est quelque chose de Bien. très exotique. Hein. J'aime beaucoup. Ouais, Fais quand je partais à transition. Toulouse, Donc, quand je partais à Toulouse, je trouvais fait ton accent. ah, putain, enfoiré. Donc, les gars, avant de passer au match de Jordan, Saint-Étienne, est-ce que Saint-Étienne et Bordeaux sont prêts pour leur barrage? Clairement, oui. Oui, clairement. Oui. De toute façon, il n'y a pas de souci à se faire. Non, enfin, il va y avoir la surprise quand même, hein, mais bon. Comme tu sais, dans tous les mondes, faut pas déconner. Hein. Attention au FC Kairat. Attention. Attends, et il y a, Non, et il y a c'est- Timo Chouk qui joue là-bas, attention, Ah hein, oui, ça déconne. Anatoly. Se souviens de Lyon et Tistra quand même. Hein. Ouais, mais Donc, on va passer au match de Jordan. Jordan qui va nous présenter Guingamp-Lyon. Victoire 1-0 des Lyonnais. Grâce à un ça va but. pas combien de temps. T'inquiète pas, il n'y en aura pas pour longtemps. Un but de l'illustre ancien de Guingamp, Claudio Bovu. Donc, Jordan, Ouais. vas-y, c'est ton tour. Donc déjà, on a eu la titularisation de Balbuena, qui vient d'arriver, mais pas extraordinaire, je dirais. Le retour de Gonalon de suspens. Puis voilà pour les arrivées, quoi. Puis ensuite, dès le début du match, on a eu le droit à Nabil Fekir qui fait une frappe dans le gardien à la 6e minute. Ensuite, juste après, on a eu le droit à la riposte d'une tête, une belle tête d'ailleurs de Diallo sur le poteau, qui était vraiment une très très grosse occasion, quoi. Lyon a vraiment eu chaud sur cette action-là. Ensuite, Fekir qui a un coup franc et qui la frappe vraiment juste à côté du but. Guingamp a vraiment eu chaud. Ensuite est arrivé la mi-temps. Juste après la mi-temps, Fekir a le droit à un deuxième coup franc et pareil, il passe pas loin. Une grosse peur encore pour Guingamp. Et ensuite, les remplaçants arrivent. Donc, Lacazette qui se fait remplacer par Beauvu. Je sais plus je sais pas comment on dit à cette fois. Bovu, Claudio Bovu. Fekir qui se fait remplacer par Cornet. Et disons que il y a eu une très belle action de la part de Jordan Ferry et de Beauvu. Ouais, je vais jamais y arriver. Donc Jordan Ferry qui tire un long ballon un petit peu avant le milieu de terrain et Beauvu tout simplement qui met une tête lobée, d'ailleurs très jolie tête au passant, et qui marque le but. Hein. Et puis voilà. Ah oui, et une dernière chose, Bisevac qui a été vraiment décisif à la fin du match, qui a arrêté un but mais qui était vraiment carré de Guingamp tout simplement, qui lâche une frappe et le gardien n'était pas dans son but et Bisevac se débrouille je sais pas comment à faire une sorte de petit tacle et du coup ça ne rentre pas. Super joli et c'était vraiment chaud pour Lyon à ce moment-là puisqu'il y a eu vraiment 2 frappes décisives à ce moment-là. Donc voilà, pour conclure un petit peu, il y a eu vraiment une bonne domination lyonnaise, mais malheureusement, disons que le duo de Lacazette-Fekir, mais il était complètement inefficace, quoi. Il y a eu beaucoup de ratés, beaucoup de frappes à côté, ouais, puis voilà, quoi. Très bien, Jordan. Pour un premier résumé, c'est bien, c'est bien. C'était pas long. Donc, en plus, c'était pas long. On va parler un peu de ce match. Lyon qui a dominé Guingamp, mais qui gagne Que 1-0. 1-0, on peut dire.
On va parler de Mathieu Valbuena. Mathieu Valbuena qui a fait son premier match. Est-ce qu'on peut dire que c'est une prestation satisfaisante du meneur français? Moi, je l'ai pas trouvé mauvais. Pas mauvais, mais pas extraordinaire. Ouais, Non, voilà, pas extraordinaire. c'est juste, quoi. Dans ce qu'il fait habituellement. Il est juste au-dessus de la moyenne, quoi. Voilà. Ça Mais- Peut faire, peut faire mieux. Voilà, ça prise pas l'excellence. Bah, il vient d'arriver, il a dû Ouais, faire c'est ça. 2-3 séances d'entraînement, donc même Oui, voilà. si t'as du talent, c'est compliqué de rentrer dans une équipe comme ça. Donc bon, il fait un match correct. Excuse-moi. Il fait- Olas le vend comme le transfert de l'année. Hein. Bon. Non mais le Marseillais, tu vas te calmer parce que tu vas le traiter de traître dans 2 secondes, je sais. Non mais voilà, Lyon a fait le minimum syndical, ils ont gagné 1-0 à Guingamp, ce qui est pas si simple que ça. Surtout au vu effectivement de la double occasion à la fin, la sortie par Lopez et Ouais. par Bicevac sur la ligne. Non mais ils ont fait le minimum, le Lyon. Voilà, ils lancent leur saison. 4 points en 2 matchs en étant pas extraordinaire. Bon, c'est pas si mal que ça déjà. L'essentiel, c'est les Oh, 3 bah, points. c'est pas négligeable. hein. Alors on va passer à Angers Nantes présenté par Thomas. Alors Thomas, t'as la lourde tâche de présenter un 0-0 quand même, c'est pas rien. 0-0 sur un match que j'ai vu 10 minutes. Donc alors parle très distinctement parce qu'avec ton micro on a du mal à t'entendre. Vas-y Thomas. Ta gueule. Donc, bah, match de merde. Hein. Angers a joué pour la première fois de domicile en Ligue 1 depuis je ne sais combien de temps. Du coup, ils ont voulu faire bonne impression devant leur public. Ils ont fermé le jeu en jouant à 11 derrière. Et ils nous ont posé beaucoup de problèmes. À l'habitude. Heureusement que Vény et Didi sont là pour sauver le match. Vénio est vraiment... Vénio n'apportait rien offensivement. Du coup, c'est plutôt un bon départ. On attend beaucoup plus. Et puis voilà quoi. Très, Une victoire d'Angers n'aurait pas été scandaleuse non plus d'ailleurs. alors on va passer rapidement. Ouais, ça. Ouais, mais c'était quand même un bon 0-0. C'était pas. J'ai vu le résumé du match. Il y a quand même eu des occasions de part et d'autre, peut-être effectivement un peu plus danger. T'as vu le reste du match? T'es pas endormi? Non, mais franchement, en plus, il y avait une super ambiance effectivement dans le stade d'Angers. Du fait qu'ils retrouvaient la Ligue 1, c'était un derby. Ouais, tu disais? Non mais comme l'a dit Do dans Presse Océan, ils ont pas su faire le juste milieu entre la tactique et la technique. Ils ont été trop techniques et voilà. Le milieu était catastrophique. Bamou, n'en parlons pas. Voilà, les deux seuls joueurs qu'on peut sortir côté Nantes, c'est Rio et Gigi. Gigi qui a été type de frontière. Et ça reste un bon à Italie. On a fait un bon début de saison. Ça va impliquer à la semaine prochaine. Corridor de saison pour Angers. Le top 10 il est encore très loin. On verra. Ouais, mais 4 points en 2 matchs, c'est pas mal. 4 points en 2 matchs, tu gagnes à domicile, tu fais match nul à l'extérieur. C'est pas mal comme début pour le FC Nantes. Comme m'a dit un mec bourré en sortant du taf hier, c'est un rythme d'Européen. Vous allez vous battre pour le titre, hein. On va passer maintenant. Je te donne rendez-vous en septembre. On va passer. J'essaie de passer la main comme je peux. Hein. Donc on va passer outre-Manche, hein, si vous voulez bien. On va passer du côté de Londres avec Arsenal. C'était pas l'Arsenal qui va nous être présenté par Julien. Julien, présente-nous ce fameux match entre le Crystal Palace d'Alan Pardew face à Arsenal d'Arsène Wenger. Bon match. Hein il y a eu 2-1 pour Arsenal avec un magnifique but de Giroud et un CSC de Delaney. Côté Crystal Palace, un but de Giroud à la 28e. Alors, c'était un match Arsenal a fait du Arsenal, c'est-à-dire je vais porter vers l'avant, mais côté défensif c'était assez difficile, même si Coquelin a été plutôt bon. Côté Crystal Palace, on a vu un bon Yohan Cabaye, mais vraiment un excellent Yohan Cabaye qui a distribué le jeu
par hasard, quand il est devant plus haut sur le terrain, il est ailleurs. Et et après, beau but de Giroud, donc sur la 6e minute, sur une reprise acrobatique. On a vu un Özil extraordinaire avec 98% de passes réussies. Et après Sanchez, leader, tout ça. Voilà. Ah, très bien. Attends, on dit minute aussi. Donc je vais terminer là. Je pose. Enfin, mais voilà, le but de là, c'est Sanchez qui fait un peu faute d'ailleurs sur le défenseur et qui met la tête, ça rebondit sur le joueur et ça va dans le but, bon forcément. Et après, bon match dans l'ensemble. Crystal Palace a été très très solide défensivement parce qu'il y a eu beaucoup d'actions d'Arsenal. Et voilà, Arsenal a été bon, voilà. Donc, merci. Julien. Vas-y. Bertou, il a joué ou pas? Comment? Avec Villa. Ah putain, ouais, j'ai compris. C'est qui a Crystal Palace alors? C'est C'est pareil. Cabaye, oui. Ouais, Oui, il a fait un match avec Cabaye. Hein. Si t'avais écouté, oui. Donc, Arsenal, il fout la merde. Première émission, il fout déjà la merde. Putain, super. Il a un micro de merde, il critique tout et en plus il écoute rien. Et donc voilà, donc Arsenal qui s'est imposé, Arsenal qui s'est imposé 2-1. Donc bonne réaction des joueurs d'Arsène Wenger après une première journée un peu difficile. Le titre avec Simon Prodi ce week-end. Pardon, moi j'ai un peu bugué. Il restait oh là là, Non, avec notamment Ozil qui a vraiment été très bon. Avec un taux de passe franchement hallucinant. 98 passes réussies, c'est pareil, c'est vraiment un gros taux de passe. Et puis il a fait deux passes D. Enfin, on va pas compter pour l'année. Bon, bah, c'est une passe D quand même. Il a passé sur le but de Giroud. Il fait des passes D la semaine d'avant. On sent vraiment dans la construction. Ouais, bon. Dans la construction, et exemplaire aussi. Et donc voilà, je pense que ça va être vraiment l'artisan d'une bonne saison pour Arsenal. Le problème avec Özil, c'est qu'il peut être très bon pendant ton match et les matchs d'après, ils sont automatiques. Ouais, ça c'est pas faux. Il est vachement irrégulier quand même. Ouais. Donc, on va passer au débat du soir, hein, si vous voulez bien. Non, topic Allemagne avant. Non, on fera pas le topo Allemagne. Donc, comme vous le savez, hein, si vous suivez. Et Hambourg, oui, Hambourg s'est fait exploser la chatte 5-0. Voilà, par le Bayern, si tu veux. Voilà. Il a défait 3-2 en Coupe d'Allemagne contre une D4. Voilà. Donc, la Fédération française de football est entrée en conflit avec la LFP de Monsieur Moustache. On l'appelle comme ça hein, ici, Moustache. Donc, la LFP, en fin de saison dernière, a voulu instaurer 2 descentes de montée entre la Ligue 1, la Ligue 2 et la Ligue 2 la nationale. Chose qui n'a pas été du goût de la Fédération française de football et qui a donc dit non à cette proposition de la LFP. Sauf que la LFP est allée devant le Conseil d'État et le Conseil d'État a tranché en faveur de la FFF de Le Graët. Pour vous, est-ce que la Fédération française de football a-t-elle raison de contredire la LFP? Et je me tourne vers Christophe qui travaille pour Monsieur Le Graët. Alors oui, elle a eu raison. Forcément, il va pas contredire son employeur. Je suis obligé. Non, mais après on peut avoir son avis. Hein. Moi, je suis complètement à fond derrière parce que le débat, faut savoir, le débat se porte pas sur ces histoires de 2 ou 3 montées et descentes. C'est plutôt le fait de prendre une décision aussi rapide, c'est-à-dire dire fin juin début juillet, on instaure ça dès la saison qui arrive. Alors que les clubs ont déjà budgété de 3 montées, 3 descentes pour les clubs qui vont jouer le maintien. C'est important du fait des droits télé parce que à chacun son. Enfin, t'arrives 16e, tu gagnes tant, t'arrives 17e, tu gagnes tant, tu fais 18e, tu gagnes tant. Donc, ce que la Fédé vraiment conteste plus, c'est cette rapidité. Si la Ligue Pro avait dit on fera ça dans 2 saisons, la Fédé a suivi parce que il faut savoir qu'en décembre, quand il y a eu l'Assemblée Générale annuelle,
Et ça avait déjà été proposé, cette chose-là, mais pour l'année d'après, pour la saison 16-17. Et la Fédé était OK. La Fédé, il n'y avait aucun souci. La Fédé avait dit oui. Sauf que Moustache, je ne sais pas ce qui lui a pris, peut-être sous la pression des clubs de Ligue 1, qui voulaient faire ça très rapidement, a décidé de changer. Et c'est ça le problème. C'est que c'est complètement logique de dire attendez, on va pas changer les choses du jour au lendemain, quoi. Enfin, il faut que les clubs le sachent assez à l'avance pour pouvoir s'organiser, que ça soit sportivement, financièrement, au niveau des structures. Non, mais... Donc c'est surtout ça le gros problème du dossier. Et d'ailleurs c'est ça qui a été plaidé au Conseil d'État. Non, mais moi Et le Conseil d'État a donné raison à la fédération. Elle a donné raison que sur ça. Parce que de toute façon, au mois de novembre et décembre, la Ligue Pro va refaire un nouveau référé, mais sur le fond de la décision, c'est-à-dire effectivement sur les 3 descentes enfin 3 descentes remontées ou sur les 2 descentes de montée. Et là, on verra ce que décidera le Conseil d'État. Parce que pour l'instant, ce qui a été décidé, c'est sur justement la mise en place, vraiment sur la forme de cette décision. Alors moi, je vais vous dire le fond de ma pensée sur cette décision. Enfin déjà, la solution de la LFP. Déjà, j'ai toujours dit que c'était une solution complètement débile. Pourquoi ? Parce que on va avoir un championnat qui va rester le même pendant de nombreuses années. Il ne va jamais y avoir de changement. Il y aura, j'en vois pas l'intérêt. Après, j'ai une solution alternative, c'est de faire toujours ces 2 montées de descente, mais ajouter une place de Paris comme en Allemagne, et faire tout simplement comme en Allemagne. Mais sur le FP, complètement, c'est en plus l'objectif, c'est selon comment il s'appelle, Saïez, ça va faire ramener des investisseurs en Ligue 1. D'accord. En quoi ça va ramener? Qu'est-ce qui garantit que ça va amener des investisseurs? Non mais très franchement, après moi, je vais te dire, autant je suis d'accord avec la Fédé sur la forme, sur le fond, c'est pas vraiment contestable. Alors effectivement, ça peut être contestable sur l'argument que tu as avancé de dire est-ce que ça va amener des nouveaux investisseurs. Je suis pas convaincu non plus. Par contre, il faut se rappeler que ces derniers temps, il y a eu le problème Luznac. Il a failli y avoir les problèmes de Lens et de Valenciennes qui ont eu chaud au cul, pour ne pas dire autre chose. Et pareil, cette année, avec les montées de Bourg-Péronas, Red Star, Paris FC, ces montées, elles ont été faites limite. Et en fait, en gros, ces 2 montées, ces 2 descentes permettraient qu'il y ait moins de clubs qui ne sont pas assez structurés ou que ça soit financier, qu'ils aient pas la maille financière assez importante pour pouvoir évoluer à un certain niveau de compétition. Ça permettrait de limiter ces montées-là, et dans l'autre sens, ça limiterait les descentes, parce qu'il y a beaucoup de clubs et je parle surtout de Ligue 1, Ligue 2, il y a beaucoup de clubs qui descendent de Ligue 1 en Ligue 2 qui sont en difficulté parce que quand tu descends de Ligue 1 en Ligue 2, tu perds énormément d'argent en termes de droits télé. C'est pas comme en Angleterre. D'ailleurs, je trouve ça dommage que ça soit pas fait en France. Ou en Angleterre, quand tu descends de Ligue 1 en Ligue 2, t'as une grosse aide à la relégation la première année. Ce qui permet au club de passer un peu d'une division à l'autre, sur le plan financier, d'être un peu plus tranquille. Pour ça, il faut qu'il y ait de l'argent dans les caisses. Est-ce qu'il y a de l'argent dans les caisses de la LFP? Je pense pas. Bah bien sûr. Je pense pas, pas tant que ça. Pourquoi tu dis ça? Je pense pas que... bien sûr que si. Attends, les droits télé, c'est pas. Comme tu dis, il y aurait eu de l'argent dans les caisses de la LFP, des clubs comme Luznac, comme Grenoble, comme Le Mans, comme je crois que si je dis pas de conneries, Sedan, auraient pas eu de problème à avoir mais ça, des centres administratifs. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est un problème de gestion interne au club. Tu touches, de toute façon, dans un club normalement, t'as tant de recettes, tu dois être à peu près équivalent en dépenses. Ces clubs-là, ils ont complètement pété un câble. Le Mans, je te donne un exemple, Le Mans, c'est un club qui a vécu pendant 2-3 ans sur des transferts qu'ils ont fait parce que voilà, ils ont réussi à recruter des joueurs qu'ils ont réussi à vendre à des prix complètement énormes par rapport à ce qu'ils avaient acheté, et qui a toujours se dit de toute façon chaque année on fera la même chose,
Et sauf qu'au bout d'une année, tu prévois de faire 10 millions d'euros, sauf que tu fais qu'un million d'euros, t'as 9 millions d'euros en manque sur ton budget. Je te donne juste une idée. Ça n'a rien à voir. La Ligue Pro, elle donne beaucoup d'argent au club avec les droits télé. Faut pas croire. La Ligue Pro, elle a énormément d'argent. Que ça soit donc les droits télé, que ça soit les sponsors, que ça soit par rapport à la Coupe de la Ligue ou par rapport à la Ligue 1. Il y a de l'argent. Après, c'est au club de savoir le gérer, cet argent. Je sais pas, regarde Gazet d'Ajaccio, ils doivent pas avoir énormément d'argent. Ils ont un budget qui tient la route. Voilà, ils ont un petit budget, mais un budget qui tient la route, et donc c'est pour ça qu'ils ont eu le droit de monter en Ligue 1. On va donner la parole aux autres, notamment Thomas qui voulait prendre la parole sur le sujet. Vas-y Thomas. J'entends, hein. Non mais Christophe il a raison. Bon après lui il est pas très objectif, mais il a raison. J'aurais fait ça sur la saison d'après ou dans 2 ans, pas de souci. Et je pense que le truc qui relancerait un peu le championnat, c'est pas faire 3 unités, 3 descentes, les deux. C'est mettre le 18ème confronté au 3ème de Ouais, voilà, une place de barrage, c'est bien ce que je viens de dire. Ouais, C'était évoqué un moment, mais ça n'a pas été Donc retenu. t'es pas d'accord avec Christophe, t'es d'accord avec moi. Faut. Il était sur l'équipe. Et tu fais pareil avec le national. Ouais, voilà, tu fais pareil pour la nationale et pour la Ligue 2. Ah bah, de toute façon, ils vont être obligés. Il faut que ça soit uniforme dans toutes les compétitions. Donc, une fois que la Fédé et la Ligue Pro se mettront d'accord, de toute façon, ça sera fait. Ça, c'est sûr et certain. Hein? Même sur les compétitions amateurs? Bah oui, puisque le national, c'est en partie une compétition amateur. Ouais, donc oui, il le ferait de Ligue 2 en national. Après, ça changerait rien de national en CFA parce que de toute façon, tu peux rien changer. T'as 4 descentes parce que t'as 4 groupes de CFA et tu fais de premier de chaque groupe de CFA qui monte. Donc ça changerait rien. Ensuite, en dessous, mais de Ligue 2 en national, effectivement, il y aurait le même principe de montée de descente. Donc, juste avant de passer au West Ham Bet, j'aimerais avoir l'avis de Jordan et de Julien. Jordan, toi, le temps de descente du français. Écoute, je suis pas trop informé sur le sujet. Juste un truc que je trouve assez ridicule, c'est... Bah, je crois que c'est ton avis à toi, d'ailleurs, Quentin. C'est à quoi ça sert de faire reléguer 3 équipes au lieu de 2. Enfin, voilà, je vois pas trop l'intérêt, Non, en je pense fait. que c'est l'inverse. C'est... Ouais, pardon. Bah, c'est une décision de notre fameuse ligue professionnelle, hein. Toujours de brillantes idées. Merde. Ouais, et... Non, ouais, donc voilà, je vois pas du tout l'intérêt. Il y en a même aucun. Je trouve cette décision assez débile, tout simplement. Et Julien, pour terminer. Bah, je trouve que l'idée du barrage est plutôt pas mal, ce que tu as souligné. Après, à voir, parce que c'est vraiment un problème pour le genre, pour les droits TV, quoi, et pour faire venir des investisseurs. Après, à voir, ouais. À voir. Donc, juste aussi pour rajouter un petit truc pour clore le sujet. Et tout ça aussi, cette histoire, c'est sous couvert d'une petite guéguerre qui commence à se faire entre Thiriez et Le Gret qui vont se battre pour le poste de président de la fédération aussi. En plus, il y a un peu de ça aussi, c'est pas que ça, mais il y a une petite partie aussi là-dessus, je pense. D'ailleurs, je peux te dire que Le Gret était vraiment bien content d'avoir gagné la première partie de ce conflit-là parce que ça va être important pour lui s'il veut se représenter à la fédération en 2016. Donc, on va passer au It's Time to Bet. Le It's Time to Bet, pour ceux qui viennent en cours, c'est très simple. C'est une séance de pronostic avec des points bonus en cas de sort et celui qui aura le plus de points à la fin sera déclaré vainqueur des pronostics de la saison 2015-2016. Donc, lors de la première émission de la saison, étaient présents Alexandre, Christophe, Valentin, Julien et Pierre. Il faut savoir que Christophe et Valentin partaient avec des points en moins. Ouais, je pense. Donc, Christophe partait avec un point en moins et Valentin avec 2 points pour mauvais comportement. Tout ça parce que j'ai traité les Lyonnais d'enculés. Ça va. C'est pas non plus. C'est gentil, c'est bénin. C'est bénin, mais quand même. Tolérance. Ouais, tu ramènes ça parce que pas je trouve ça scandaleux que Valbuena soit parti à Lyon quand même. Hein.
Tu devrais les mettre tous en fait. Donc on va pas faire plus de suspense. Hein. Le vainqueur du premier It's Time to Bet de la saison, c'est Moi. Alexandre avec 6 points. Derrière, donc il est à 8 points avec les 2 points bonus pour avoir mis le plus de pronos gagnants. Christophe, tu as 1 point, mais comme tu as 1 point en moins, donc tu te retrouves à 0. Valentin, quant à lui, se retrouve avec 6 points en total. Alors Valentin, c'est une équation. Alors 3 points avec les pronos, 5 points avec le quiz, moins 2 au mauvais comportement. Donc il est à 6 points. Julien, tu as fait un très bon score pour ton premier It's Time to Bet, 5 points. Et Pierre, 3 points seulement. Donc Christophe, lanterne rouge, va falloir que tu te réveilles un peu. Donc Thomas et Jordan, vous entrez dans le concours, ne vous inquiétez pas. C'est parti, on va faire une séance de pronostics. On va commencer par un match qui va avoir lieu mardi. C'est Valence-Monaco, barrage de la Ligue Europa. On va commencer par Julien. Valence-Monaco. 1-0 Monaco. Allez, supporter. Jordan. Jordan. Je pense que ça risque d'être serré quand même. Je vois un bon 2-1 pour Monaco, pardon. Parce que Monaco, j'ai envie d'y croire. Allez, je lâche un 2 partout. Et Thomas. Je lâche un 3-0 pour Alors attends, répète le score s'il te plaît 2 secondes. 3-0 pour Valence. Donc comme d'hab les gars, on garde le même ordre pour les pronos. Bordeaux FC Kairat Almaty. Donc Julien, c'est toi qui commence. Ouais, Bordeaux 2-0. Pardon. Pareil, Bordeaux 2-0. Bien plus 2-0. Copiard. Ouais. Je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux. Répète parce qu'on a encore ton point de micro. 1-0 le club en face de Bordeaux. 1000 Samy Oreille Saint-Étienne. 3-0 Saint-Étienne. 1-0 Saint-Étienne. Avant que Christophe fasse son prono, que Julien se marre en me disant 3-0 Saint-Étienne. Qu'est-ce qui t'arrive, Julien? Ouais, je sais pas, je vois bien. Enfin, je sais pas. Je dis ça comme ça, mais je sais pas si dans Saint-Étienne ils vont quand même mettre 2-0. Christophe. 2-1 pour Saint-Étienne. Et Thomas? Victoire du club roumain. Moldave. Et je te ferai, quand je partirai dans 2 ans, à Toulouse, Napoca. Combien le score sinon, Thomas? 0 pour le Moldave. On va passer à du championnat espagnol, Malaga-Séville. FC Séville. 1-1. 2-1 pour Séville. 3-1 pour Séville. Contre qui? Malaga contre le FC Séville. 4-0 Séville. Manchester United, Newcastle, on passe en Angleterre. Répète Julien. 1-0 Newcastle. 2-0 Manchester. 1-0 Manchester. 3-0 Manchester. But de Chambon et de Schein. On va passer en Allemagne, championnat doré de Thomas. Il a lâché. Il a tout lâché sur le micro, on va plus rien entendre. Là, tu me fais un plaisir, tu parles des matchs. Donc, on va passer Hanovre, Bayer Leverkusen. Bayer Leverkusen 2-1. Pareil, 2-1. Et les gars, il y a Redding qui joue là-bas. Attends, tu peux dire juste Bayer Leverkusen contre qui? J'ai pas entendu. Hanovre. 2 partout. Donc Hanovre, Bayer Leverkusen. Non, Hanovre. Bon, vas-y, dis ton prono. Arrête de nous casser les couilles. Non, mais c'est Hanovre en face, faut pas les connaître.
C'est bien, Donc, on a laissé Valentin, on a la Ouais, voilà. remplaçante, c'est donc cool. combien 3-0 Leverkusen et 3-0 Chelsea. Leverkusen. Ils ont un On, qui vient on d'arriver. retourne en France. Lyon-Rennes. Non, Bayern Hoffenheim. Le mec qui décide des trucs. Non, ouais. Désolé, on retourne en France. Lyon-Rennes. Le mec fout en l'air là, l'émission. 1-0 Lyon. 2-0 Lyon. Forcément. 3-0 Lyon. C'est contre qui? Contre Rennes. Rennes. Contre Rennes. Notre réaliste, hein. Attendez, on écoute Thomas, les gars. 5-0 pour Lyon. Allez. Ouais, donc je me rappelle. Lille. Et Hambourg, Stuttgart, 2-1 pour D'accord. Stuttgart. Bien entendu, ce prono. Non, mais attends. Parfait. Lille-Bordeaux. Ah, oh. C'est un match à 6 points. Hein. Lille-Bordeaux. C'est parti. Donc, les gars, Hambourg, Bon, Stuttgart. Thomas, je vais t'initier à quelque chose que beaucoup de chroniqueurs sont exposés dans cette émission. Tu vas prendre un point en moins pour avoir coupé la parole. Tu commences? Je dis 1-1, sinon, si tu Vas-y, m'entends. vas-y. 1-1. Tu peux répéter s'il te plaît, du coup j'ai pas entendu. Bordeaux. Ah, Match de merde à venir. oh la vache. 1-1. 2-1 pour Bordeaux. À moi? C'est à toi. Oh, c'est Lille en face. 0-0. Everton-Manchester City. Ah, on passe à l'Angleterre comme ça. Manchester City. Combien t'as dit? 3-0. Bah écoute, moi je tenterais bien le 4-0 carrément. Manchester City. 2-1 pour Everton. 5-1 pour Manchester. Bilbao-Barcelone. Première journée de championnat. Y'a pas de match qui est en train de se dérouler, Si. justement? Ouais, c'est certain. Je dirais, allez, 2-0 pour là. Oh, y'a un dégât par là, que j'en fais aider. 3-1. 3-1. Thomas, toi. Écoute, t'avais Ouais, 3-1 par contre. Et Facile. le dernier match de cette liste. Fiorentina AC Milan. 0. 0 pour Milan. Ça vaut quoi la soirée C'est Milan? merde, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est la première journée. 2-0 Milan AC avec un doublé de Menez. Mets-moi les points Très qui bien, marquent. donc on va passer au quiz. Donc les résultats du prochain de ce système toolette seront divulgués lors de la prochaine émission. Donc on va passer au quiz, et c'est un quiz spécial AS Monaco en Coupe d'Europe. Donc l'AS Monaco a eu de nombreux buteurs en Coupe d'Europe, a eu de grands matchs aussi, hein. Faut le souligner, notamment l'épopée de 2004. Donc je vais vous demander le top 10 des buteurs, des meilleurs buteurs de Monaco en Coupe d'Europe. Donc, On garde oui, le même ordre? non, pas forcément. Donc, enfin, si on va garder les mêmes ordres. Donc, Julien, tu peux comme Morientes, c'est bon. Jordan. Wow. Allez. Je connais à peine les joueurs de Monaco. Tu me demandes un Ouais, truc. mais en plus, là, c'est les anciens de Monaco, tu vois. C'est. Là. Ça veut dire que c'est à 2 là. Allez. Franchement, je passe. Je connais pas du tout. Jordan éliminé. Christophe. Très égal. C'est bon. 8 réalisations. Et 9 au passage pour Morientes. Thomas. Javier Sabella n'est pas dans le top 10. Depuis le début? Je peux en tenter un quand même. Ça Ouais, va être mais non, nul, non. mais. Tu attendras après. Donc, c'est à toi, Julien. Jolie. Jolie, c'est bon. 8 réalisations pour Jolie. Heureusement que je suis là. Dado perso. Dado perso, c'est bon. 8 réalisations aussi. Donc, ceux qui sont éliminés, vous vous taisez. Julien. Comment il s'appelle? Ah, Ah merde.
Allez. Désolé. Thierry Henry. C'est bon. 8 buts aussi en Coupe d'Europe. Oh, joli. Donc Christophe, t'as la pression. J'en tentais un, mais sans conviction. Marco Simone. C'est bon. 12 buts en Coupe d'Europe. Oula. Il reste... Attends, je vais vous dire combien il en reste. 2. Ok. Il en reste. Arrête, Il en Thomas, reste- t'es casse-cou. Non, mais. T'es casse-couille. Ah non, mais surtout qu'il est pas bon celui qui donne. Hein. Il est pas bon. Ah bon, oui. je le dis pas alors. Allez, vas-y, Julien. Attends, désolé. Comment il s'appelle? Psychos. Psychos. C'est pas. Non, vas-y, j'abandonne, je sais pas. Si t'en donnes un bon, tu gagnes. Attends, j'en avais en tête. Juste 2 secondes. Pour t'aider. George Weah. George Weah, 12 buts. Donc Christophe remporte les 5 points du quiz. Bravo. Ouais. Toi, j'ai pas été super décevant cette fois-ci. Et il restait qui du coup? Victor Ikpeba. Ah oui, 14 Peba, bien sûr. buts, donc meilleur buteur de l'AS Monaco en Coupe d'Europe. Sinon, il restait Delio Onis, le meilleur buteur de l'histoire de la Ligue 1. Ah, c'est vrai. Et Gérald de Passy. Ah, celui-là, fallait le trouver. Je l'aurais pas trouvé, ça va. En gros, celui que j'avais était carrément faux. Donc, comme la dernière fois, on s'est plaint qu'il n'y avait pas un deuxième quiz. Et quoi? Non, ouais, c'est vrai. Il y en a un deuxième. Il y Ah, deuxième, non, il y en a un deuxième. C'est bon. Faut pas abuser non plus. Donc, bon, c'est un quiz qui m'avait été reproché l'année dernière. C'est parce que c'était le bordel. Mais je l'aime bien, donc on va l'introduire cette année. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là, l'année dernière, on faisait des quiz un peu... et savoir qui a déclaré... Enfin, qui a dit... la déclaration que je vais citer. Donc, vous allez devoir deviner qui a dit la phrase que je vais vous citer. Donc, Sur Monaco. c'est sur l'actu là. C'est des phrases qui ont été dites. Faut le faire Non, maintenant. là, c'est ou pas c'est tout le le temps. point. Donc, Ok. c'est parti. Qui a dit allons fêter ça, les gars, qu'on fasse chier les Madrilènes? Non. Non, Neymar. c'est un Barcelonais. Ouais, vous avez compris. Un défenseur. Non, Daniel Vess. non plus. Mascherano. Piqué. C'est bon, Piqué. C'est moi. C'est Julien. C'est moi, c'est. Alors, Quand même. c'était dans le cadre de la Super Coupe d'Europe. Hein, il a voulu chambrer le Real Madrid. Il avait déjà fait ça lors du triplé du Barça en juin dernier. Voilà. Donc, Ok. deuxième citation. Je l'ai revu 25 fois et je ne digère pas. Qui a dit ça? Manchester. Alors, je vous lis la suite. Hein. Quand je vois les prestations de Lorient et Caen, je me dis qu'il y a des entraîneurs qui se font mieux comprendre que moi et que moi, je fais un travail de merde. Ah oui, c'est bon, je sais, mais. Comment il s'appelle? Oui, c'est Renard. c'est Renard. Voilà. Et C'est moi. deuxième, bien Julien, bravo. Il a dit ça dans l'équipe la semaine dernière. Il a du mal à se faire comprendre par ses joueurs en ce moment. Enfin, en ce début de saison, Hervé Renard. Troisième citation. Je ne suis pas surpris. Contrairement à beaucoup, je n'étais pas un grand fan de Bielsa. Ça fait partie d'un personnage qui n'aurait jamais dû venir à l'OM. Qui a dit ça? Alessandrini. Non, Alessandrini. Nicolas. ni non, ce n'est pas La brute. Ah non, Margarita. Alors, c'est un Fernandez. ancien président de l'OM. Non plus. Papi. Non plus. Non, c'est Diouf. pas Diouf, c'est Pas pas Diouf. Papi. Dacier. Ah, Dacier. Putain. c'est Non, qui, là, faut aller chercher loin alors. Ah, hein. c'est avant Diouf. J'ai vu quelque part. Ah, mais c'est l'ancien journaliste là. Putain, comment il Je sais s'appelle? que vous le savez. Rackster là, je sais pas trop. Comment il s'appelait ce Bon, ça va pas vous aider, mais je vais vous lire la suite. Il a bien piétiné le logo de l'OM pendant des mois. Je ne suis pas très surpris par ce mélodrame qui n'est pas à la gloire du personnage. Pascal Pro. C'est un poète en plus.
Merde, comment il s'appelle? Ah, Je vois bon. sa tête. Ancien président. C'est pas Oui, en oui, c'est français, hein. ancien président de l'OM. Ah putain, mais Et comment il oui, on s'appelle? t'entend, Thomas. Oh là là, c'est quoi ce Oh, nom? il a un nom de vieux en plus, je Allez, le connais. Allez, je vous donne le prénom, il s'appelle Christophe. Oui, voilà. Boucher. Putain, Ouais, c'est c'est celui que j'avais en tête. J'avais en tête depuis tout à l'heure, j'arrivais pas à trouver son nom, On ce va con. passer, C'est on va pareil, passer connard, à la j'arrivais. quatrième. Non, pas la quatrième. Parce que là, c'est trop facile. Oui, voilà, quatrième. C'est un fiasco sur toute la ligne. C'est pour ça que les supporters ne peuvent pas lui donner raison. Sportivement, la saison dernière, Bielsa avait largement l'effectif pour finir dans les 3 premiers. Qui a dit ça? Tapis. Répétez tous, l'un après l'autre. Tapis, Tapis. c'est Christophe qui a le point. Arrête avec Que le. de deux, Deux. je pense que ça va jouer entre les deux. Donc, alors, Arrête avec le. je n'aime pas Bielsa parce qu'il a une tête de con. Nicolas. Nicolas. Bravo. Ouais, ça En pouvait même venir temps, que de c'était lui. logique celui-là. Ça pouvait venir que de lui, mais j'ai pas réagi. Quel homme, franchement. Louis Nicolas, Putain, je vais vous lire la fin. Il ne regarde jamais en face. Je ne supporte pas les gens qui ne me regardent pas en face. Je l'aurais viré de suite la saison dernière après sa conférence de presse sur le mercato. Les Marseillais vont enfin Oui. comprendre que c'était quelqu'un de pas bien. Il a manipulé tout Marseille, c'est un bon comédien. Donc voilà. Je l'ai lu en plus à l'interview. Ouais, mais si tu veux, là, les gens ils écoutent une émission, mais ça sera en même temps que Bilbao à Barcelone. C'est ça Ouais, le problème. Et on s'en bat. Donc, la dernière citation va valoir 2 points. Donc, celui qui gagne, si Christophe, non, si Julien la met, celle-là, c'est lui qui gagne. Sinon, toute autre personne que Julien bon, ce sera ce qu'il y aura. Les questions qui se posent, c'est comment va être perçu son arrivée dans un club avec ses coéquipiers, les médias et les supporters. Il a aujourd'hui l'étiquette de quelqu'un de douillet, fragile, pas courageux. Qui a dit ça? Valbuena. Ah, ouais, Non, non, c'est un entraîneur de Ligue 1. Le Berry. Non, Fournier. Fournier. J'ai pas Je compris. répète, Gentil. J'ai pas tout compris. laissez-moi répéter la citation. Alors, les questions qu'il se pose, c'est comment va être perçu son arrivée dans un club avec ses équipes, les médias, les supporters. Il a aujourd'hui Ah, une c'est étiquette, oui, Courbis. Courbis, hein, c'est gagné. Oui, Concernant c'est Gourcuff. concernant Johan Gourcuff. Donc, bon, bah, Christophe gagne, En tout cas, 5 points supplémentaires. Le mec, Wouah C'est fini. Donc, c'est la fin de ce deuxième épisode de la saison 2 de Football Universe. Merci à Julien, à Jordan, à Christophe et à Thomas d'être venus ce soir. Si vous voulez suivre l'émission, les liens pour la Facebook, Twitter sont en description. Les liens pour la forum foot et footballsub.com sont aussi dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode numéro 21 de Football Universe. Salut à tous.